Troisième jour de consultation autour de la prochaine constitution. Ce jeudi, c'est avec les organisations de la société civile, les associations de femmes et de jeunes que le président Ouattara a échangé. Plusieurs propositions ont été faites par chacune des organisations, suggestions à découvrir dans ce journal. Ce soir, retour sur le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel. Plusieurs projets ont été passés en revue, notamment la construction de plusieurs infrastructures économiques et éducatives. Par ailleurs, le Conseil a fixé la date des examens scolaires à grand tirage. Dominique Ouattara en appelle à la construction d'un partenariat fort, un engagement de chacun pour la recherche de solutions locales pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement pédiatrique. Hier à la tribune de l'ONU, la première dame ivoirienne a invité à la création d'un partenariat mondial. Et puis, l'opposition congolaise est en conclave depuis hier à Bruxelles. Après la première journée marquée par le discours d'ouverture du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi, les délégués des différentes composantes de l'opposition ont repris leurs travaux en commission. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce soir, retour sur le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel. Sur la table du Conseil, plusieurs sujets, notamment la construction de plusieurs infrastructures économiques et éducatives. Par ailleurs, le Conseil a fixé la date des examens scolaires à grand tirage. Les précisions de Viviane Haïm. Plusieurs projets inscrits au programme du gouvernement pourront entrer bientôt dans leur phase d'exécution. Le Conseil des ministres, réuni mercredi après-midi au palais présidentiel, en présence du chef de l'État, a donné le feu vert pour leur mise en œuvre. Il s'agit de la construction de plusieurs lycées de jeunes filles avec internat, un projet cher au gouvernement pour mettre fin aux grossesses des filles en milieu scolaire et promouvoir leur accès à l'éducation. Il s'agit de la construction et l'équipement de 5 lycées de jeunes filles avec internat à Abidjan, dans le quartier d'Abobo en particulier, à Dembokro, Bondoukou, San Pedro et Odiéné. Il s'agit aussi de la construction des tronçons de route Toulepleu-Zonhounien, long de 45 km, et Séguéla-Mankono, long de 55 km. Il s'agit encore de la construction d'un lycée de formation professionnelle au métier de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zonhounien, qui aura une capacité de 500 élèves. Ce sont au total 100 milliards qui sont dégagés pour réaliser tous ces projets. L'État de Côte d'Ivoire bénéficie du financement de la Banque islamique de développement. Par ailleurs, au terme de l'année scolaire, le Conseil des ministres a fixé la date des examens à grand tirage. Le calendrier du déroulement des différents examens et concours à grand tirage, à savoir le CEPE, le certificat d'études primaires et élémentaires, le brevet d'études du premier cycle, le BEPC, et le baccalauréat, session 2016, est arrêté comme suit. Mardi 14 juin, donc épreuve écrite du CEPE. Mercredi 15 au samedi 18 juin 2016, épreuve orale et pratique du BEPC. Lundi 20 au vendredi 24 juin, épreuve écrite du BEPC. Mardi 28 au vendredi 8 juillet, épreuve orale et pratique du baccalauréat. Du lundi 11 au vendredi 15 juillet, épreuve écrite du baccalauréat. Donc la fin de la session est prévue le vendredi 29 juillet 2016 avec la proclamation des résultats du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. Un phénomène social que le gouvernement veut traiter certes par la répression, mais également par la resocialisation. C'est le phénomène des microbes, ces enfants de la rue qui s'adonnent à des actes d'agression et de vol. Le gouvernement a décidé de financer un projet d'insertion de ces jeunes délinquants. Ce projet permettra de donner une formation qualifiante à ces jeunes, d'accompagner leur insertion professionnelle à travers la formation civique et citoyenne et permettre leur inclusion dans la société. L'opération se déroulera dans les centres de formation civique et citoyenne de Guiglo et de Sassandra pour une cible de jeunes estimée à environ 300. En outre, toujours dans le souci de promouvoir l'emploi des jeunes, le gouvernement a décidé la création d'un répertoire des compétences jeunes qui sera une base de données sur les compétences des jeunes. De ce fait, tous les jeunes Ivoiriens sont invités à s'y inscrire. Et toujours au palais présidentiel pour la troisième journée consécutive, les consultations des forces vives de la République
En vue de l'élaboration de la nouvelle constitution se sont poursuivis ce jeudi. Le chef de l'État était face aux organisations de la société civile, les associations de femmes et de jeunes. Plusieurs propositions ont été faites par chacune des organisations. Le récit de Jérôme Kofi Abolé. Troisième groupe à être reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, en l'espace de 3 jours dans le cadre des consultations sur le projet de la nouvelle constitution ivoirienne. Groupe composé des membres de la société civile et des associations des femmes et des jeunes. Cette rencontre d'envergure est une fois de plus l'occasion pour le chef de l'État de donner à ses hôtes du jour, comme lors des rencontres précédentes, les grandes orientations de la Constitution de la Troisième République. J'ai engagé une série de consultations ces derniers jours pour la mise en place de la Constitution de la Troisième République. Et j'ai rencontré effectivement le mardi dernier les partis politiques d'opposition. Hier, j'ai pu rencontrer les chefs religieux et la Chambre nationale des rois et chefs coutumiers. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer la société civile, y compris les associations de jeunes et de femmes. Je suis donc heureux de vous voir et d'échanger avec vous et vous donner les grandes orientations de la nouvelle constitution que je propose de soumettre à référendum, j'espère avant la fin de l'année, si possible en septembre-octobre. Comme vous le savez, les élections législatives doivent avoir lieu en novembre-décembre. Et ces recommandations que je suis en train de recueillir, et ceci me permettra de verser au fur et à mesure les points de vue, les recommandations, les suggestions au comité d'experts que j'ai mis en place le 31 mai dernier, qui est présidé par le président Ouraga Obou, qui a été le président de la sous-commission Constitution à l'occasion des discussions du comité consultatif constitutionnel et électoral qui a élaboré la Constitution de 2000. Après toutes ces étapes, nous pourrons donner un projet donc, du gouvernement, après approbation du Conseil des ministres, à l'Assemblée nationale, qui bien évidemment aura examiné ce texte. Et c'est après tout cela que le référendum pourrait avoir lieu. Des échanges dans une ambiance de convivialité sans faille. Ils vont se poursuivre la semaine prochaine avec notamment le rendez-vous pris par le président de la République, Alassane Ouattara, pour recevoir dans le même cadre les membres du RHDP, entendez Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et à cette rencontre, dans leur grande diversité, les organisations de la société civile ont fait part de propositions au président de la République. Dans leur ensemble, ils sont optimistes quant à l'issue de ces consultations. Quelques réactions au micro de Jérôme Kofi Abolé. Le président nous a proposé d'abord la séparation des pouvoirs, législative, exécutive, judiciaire, ce à quoi la Poésie adhère complètement. Il nous a proposé un dialogue démocratique, une vraie réconciliation et la société civile a répondu comme un seul homme. Nous adhérons. Le président de la République, en consultant tous les Ivoiriens, veut mettre une constitution qui va contribuer à une paix durable, qui est facteur de développement. C'est une initiative qui est louable parce qu'il y a une prise en compte du citoyen qui est au cœur du débat. C'est ça qui est important, ça fait donc un débat démocratique inclusif, participation de toutes les couches de la société dans ce débat. Le président a voulu, dans cette constitution, innover. La première innovation, c'est la vice-présidence. La deuxième innovation, c'est surtout faire en sorte que nous n'ayons plus de crise au niveau de l'État. Et ce que nous avons constaté, nous sommes heureux en tant que société civile, c'est la limitation du mandat. Nous pensons que c'est ça essentiel pour permettre à ce que nos jeunes démocraties puissent se clore. Au niveau de la jeunesse, aujourd'hui, il sera possible dans cette constitution d'être candidat à 35 ans. Cela montre la volonté du président de mettre la jeunesse au centre de toutes ses activités, au centre de toutes ses réflexions.
Hier, ce sont les chefs traditionnels et guides religieux qui ont été consultés par le président de la République en vue de l'élaboration de cette nouvelle constitution. Et à l'occasion, les rois et chefs traditionnels ont fait une déclaration par la voix de leur président. Déclaration au sujet du 3e mandat que le président de la République pourrait briguer. Un point de vue mal compris ou mal interprété. C'est en tout cas ce qu'avance le président de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Je vous propose d'écouter Nanan à Montanoé. Nous avons dit que nous pensons que 2 mandats successifs seraient certainement acceptables. Mais compte tenu de ce que nous souhaitons aussi que l'âge d'éligibilité soit porté de 40 ans à 35 ans, nous nous sommes dit que cette idée pourrait être couplée avec une autre qui pourrait permettre au candidat qui a fini son terme des 2 mandats de prendre une pause de 5 ans ou 10 ans ou plus, c'est selon. Et si après ce temps, ce délai, les conditions d'éligibilité, notamment de l'âge, lui permettaient de se représenter, qu'il puisse le faire. Si nous voulions parler de 3 mandats successifs, nous aurions dit 3 mandats successifs. Mais nous avons dit 2 mandats successifs, c'est 2 mandats successifs. Et si demain ou aujourd'hui, pendant qu'il s'agit de l'élaboration d'une nouvelle constitution, les Ivoiriens décidaient de lui accorder un 3e mandat, ce n'est pas la Chambre que cela dérangerait, mais ce n'est pas ce que nous avons dit. Je vous remercie. Les chefs traditionnels et guides religieux également sollicités par la CEI, la Commission électorale indépendante, au 2e jour de la vaste campagne de sensibilisation qu'entreprend en ce moment la CEI. Son président, Youssouf Bakayoko, et son vice-président chargé de la liste électorale étaient ce jeudi face aux rois, chefs traditionnels et guides religieux pour une séance d'information et de travail. Il les a informés de la tenue de l'opération 2016, de la révision de la liste électorale qui débute le 25 juin prochain sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, 1037 guichets d'enrôlement seront ouverts et les populations concernées sont les nouveaux requérants ou personnes ne s'étant pas encore fait inscrire et les personnes ayant changé de domicile ou de patronyme. Même son de cloche avec la société civile ivoirienne, également informée par la Commission électorale indépendante sur le démarrage de la révision de la liste électorale. Avant l'échéance, la Commission a sensibilisé les associations constituant la société civile sur le mode opératoire du processus de révision. Elle souhaite une adhésion complète de cette couche de la société ivoirienne à cette étape importante du processus des élections locales qui seront organisées en fin d'année. Je vous le disais en titre à Dominique Ouattara, en appel à la construction d'un partenariat fort, un engagement de chacun pour la recherche de solutions locales pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement pédiatrique. Hier à la tribune de l'ONU, la première dame ivoirienne a invité à la création d'un partenariat mondial en vue de vaincre les disparités dans l'accès aux traitements antirétroviraux entre les pays du Nord et ceux du Sud. Envoyé spécial à New York, Abiba Dambélé Sawé. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a appelé à fédérer toutes les énergies pour lutter contre la pandémie du VIH ce mercredi 8 juin à la tribune des Nations Unies à New York. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant et pour la promotion du traitement pédiatrique s'est exprimé du haut de la tribune des Nations Unies devant le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et les dirigeants du monde entier. Dominique Ouattara a saisi cette opportunité pour lancer un appel à accélérer les mesures de lutte pour la prise en charge des malades du sida, notamment par la mobilisation des ressources. La première dame a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien avec l'aide des partenaires, engagement qui a permis d'enregistrer des progrès notables en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une situation inacceptable qui exige un important investissement en vue d'atteindre l'objectif de l'élimination du sida d'ici à 2030. Monsieur le Président, je voudrais à présent rappeler le fort engagement de mon pays, la Côte d'Ivoire, et en particulier celui du président Alassane Ouattara, qui a permis d'obtenir des progrès notables dans la lutte contre la pandémie du sida en Côte d'Ivoire.
Et c'est à cet effet qu'il a déclaré, et je cite, « Nous devrons aller plus vite sur la question du traitement en Côte d'Ivoire en faisant en sorte que les autres 50% qui ne sont pas encore sous traitement puissent y avoir accès. Pour cela, j'ai décidé d'octroyer des ressources additionnelles. Je souhaiterais que la pérennisation des acquis soit une réalité dans notre pays et dans la sous-région en réduisant considérablement notre dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur et en permettant à l'Afrique de produire son médicament. Notre pays a déjà enregistré des progrès importants en matière de lutte contre le sida, même s'il reste encore beaucoup à faire. En effet, les nouvelles infections à VIH ont diminué de plus de 50%, passant de 52 000 en 2000 à 25 000 en 2014. Pour ce qui est de l'accès au traitement, plus de 150 000 personnes vivant avec le VIH sont sous antirétroviraux. Le pourcentage de femmes enceintes séropositifs qui reçoivent des antirétroviraux a fait un bond significatif, passant de 46% en 2012 à 80% en 2014. En matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la Côte d'Ivoire a adopté une loi spécifique pour la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour clore ses propos, Dominique Ouattara a appelé à la mobilisation générale pour combler le fossé pédiatrique du traitement du VIH en facilitant un accès équitable au traitement antirétroviral. En ce qui me concerne, j'en appelle à la construction d'un partenariat mondial fort en vue de mettre en œuvre des actions coordonnées et en synergie pour qu'au cours des prochaines années, nous puissions venir à bout de l'épidémie du sida. Je reste en effet convaincue que notre action commune permettra de faciliter un accès équitable au traitement antirétroviral. Cette étape est vitale pour combler le fossé pédiatrique du traitement du VIH et constitue un des piliers de l'objectif de l'ONU-SIDA, à savoir 90% d'enfants dépistés, 90% d'enfants sous traitement, 90% de charges virales supprimées. J'en appelle donc à une mobilisation de tous et à un engagement de chacun pour la recherche de solutions locales, incluant entre autres la production d'antirétroviraux de qualité et accessibles à tous et la mise en place de méthodes innovantes de sensibilisation et de prévention orientées de façon particulière vers la jeunesse. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA a en outre souhaité que les recommandations de la réunion internationale des ministres de la Santé sur la fin du sida pédiatrique soient incluses dans la déclaration politique finale, car il s'agit d'une contribution majeure. Retour à Abidjan et direction la primature où le chef du gouvernement a eu une série d'entretiens ce jeudi. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le directeur exécutif du comité de lutte contre le terrorisme au Conseil de sécurité, Jean-Paul Laborde. Le Premier ministre s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Herman Guivet. Cabinet de la primature ce jeudi. 8h45, la délégation conduite par le directeur exécutif du comité de lutte contre le terrorisme au Conseil de sécurité des Nations Unies, Jean-Paul Laborde, est reçue en audience par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Au menu de leurs échanges, la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, mais aussi l'expression du soutien et du réconfort de l'institution qu'il dirige à la Côte d'Ivoire suite à l'attaque terroriste qui a touché la ville de Grand-Bassam le 13 mars dernier. On voulait, au niveau du comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité, apporter à la Côte d'Ivoire la nécessaire vision et la nécessaire évaluation internationale des capacités de la Côte d'Ivoire qui doivent être prises en compte pour lutter contre le terrorisme tant au niveau régional qu'international. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a également accordé une seconde audience à l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Raghouta-Ali Ravindra. Une audience consacrée à la préparation de la visite prochaine du président de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire,
son Excellence Pranab Mukherjee, qui répond ainsi favorablement à l'invitation du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'honorable président Pranab Mukherjee sera en visite officielle en Côte d'Ivoire les 14 et 15 juin. Le président indien aura des discussions de haut niveau avec son Excellence le président Ouattara. Il vient avec une délégation d'hommes d'affaires, il organise un forum économique. À l'origine des échanges d'un volume économique de 300 millions, nous arrivons aujourd'hui à un volume économique de 800 millions et nous espérons atteindre le milliard de dollars en termes de volume d'échanges économiques. Une visite aux enjeux économiques importants pour les deux pays. Notons que la République de l'Inde et la République de Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations de coopération. Débuté hier, la 8e édition de l'IT Forum a pris fin aujourd'hui à la Maison de l'Entreprise. Organisé par le Club des directeurs des systèmes d'information de Côte d'Ivoire, ce forum qui s'est penché sur la transformation numérique face à la protection des utilisateurs et des transactions a permis de réfléchir sur les questions de développement du secteur informatique. L'enjeu est clair, amener les Africains en quête de croissance économique à mieux négocier leur entrée dans la révolution numérique. Lansine Bakayoko, Adama Kone. Laissés sur le quai de la révolution industrielle, il n'est pas question cette fois pour les Africains d'être en marge de la révolution numérique, véritable vecteur de création de richesses. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, déjà en pointe sur l'informatisation de ses services administratifs, l'option est prise d'avoir une place de choix dans le train de la gouvernance électronique. Le numérique doit devenir un élément central de la stratégie de toute entreprise qui veut développer sa production, qui veut développer son marché, qui veut développer ses performances. Mais comme pour toute révolution, la négociation du virage peut être dangereuse pour les Africains. Au regard des cybercriminels et des mauvaises pratiques qui dérèglent l'activité informatique, énorme réservoir de ressources financières et stratégiques. À titre d'exemple, les transferts d'argent par téléphone dépassent aujourd'hui la barre des 8 milliards de francs CFA par jour en Côte d'Ivoire. D'où l'urgence de disposer d'instruments efficaces de protection des utilisateurs chaque jour confrontés à ces bandits d'un autre genre. C'est extrêmement important parce que l'entreprise ne peut plus se permettre, comme par le passé aujourd'hui, à un moment, même pour une seconde, d'être interrompue. Nous n'avons pas d'autre choix que de construire autour de nous un environnement qui rassure, un environnement qui protège. Ce forum meublé de panels de haut niveau, d'ateliers et d'une exposition a vu la participation de plus de 500 experts nationaux et internationaux. Le Comité national des 8e Jeux de la francophonie et le ministère de l'Éducation nationale ont lancé aujourd'hui le programme École et 8e Jeux de la francophonie. C'était au cours d'une cérémonie au lycée classique d'Abidjan. L'objectif est de mobiliser les élèves autour de ces Jeux et surtout encourager leur participation à cet événement qui se tiendra, faut-il le rappeler, du 21 au 30 juillet 2017, ici dans la capitale économique ivoirienne. Hymne national, hymne des 8e Jeux de la francophonie, danse, poème, marionnette. Le ton est donné pour le programme École et 8e Jeux de la francophonie, un programme qui vise à susciter l'adhésion et la mobilisation des élèves autour de ces Jeux. Une action du Comité national des 8e Jeux de la francophonie et du ministère de l'Éducation nationale soutenue par le ministère de la Culture et de la francophonie. Chers élèves, futurs champions, en participant aux activités sportives et culturelles, interclasses, interpromos, interétablissements, vous développez progressivement des aptitudes qui demain peuvent faire de vous des futurs participants aux Jeux de la francophonie et pourquoi pas des champions. La cérémonie qui nous réunit ce jour m'offre l'opportunité de lancer un appel solennel à toute la communauté éducative afin qu'elle offre libre cours à son génie créateur. J'engage tout le ministère de l'Éducation nationale dans la mise en œuvre du programme École et francophonie. Le programme École et 8e Jeux de la francophonie, c'est la mise en place de clubs de francophonie, de concours culturels, de jeux éducatifs, d'expositions de peinture et bien d'autres dans les établissements scolaires. Afin que les élèves glanent de nombreux trophées à ces jeux, l'encadrement de la communauté éducative s'avère nécessaire. Alors, la ministre Kandia Camara remet des lettres de mission aux structures sous tutelle.
Nous ne pouvons pas laisser nos enfants aller sur le terrain sans les accompagner. Donc il faut que derrière chaque enfant, les parents eux-mêmes s'impliquent. Nous avons l'habitude de l'animation sportive et culturelle. Donc nous allons élaborer avec les collègues un plan d'action qui va permettre donc d'organiser des activités dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. La 8e édition des Jeux de la francophonie aura lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan avec la participation de 80 pays. Ces Jeux regrouperont 4000 jeunes autour de 22 épreuves sportives, culturelles, création numérique et développement durable. Et ces images tournées ce jeudi qui peuvent choquer, un véhicule renversé, les victimes couchées à même le sol. Triste spectacle constaté cet après-midi au plateau au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, précisément sur le boulevard Lagunaire. À l'origine, un véhicule de transport en commun, communément appelé Massa Ogbaka, aurait effectué un mauvais dépassement. L'accident a occasionné 17 blessés, dont 2 blessés graves, selon le sergent Franck Capi, sapeur-pompier militaire. Les blessés ont été évacués au centre hospitalier universitaire de Cocody. Au moment où les équipes quittaient les lieux, aucune nouvelle du chauffeur qui, semble-t-il, aurait pris la fuite. À l'étranger, l'opposition congolaise est en conclave depuis hier à Bruxelles. Après la première journée marquée par le discours d'ouverture du leader de l'opposition Étienne Tshisekedi, les délégués de différentes composantes de l'opposition ont repris leurs travaux en commission. Un pourparler avec pour principal enjeu de faire taire les désaccords sur la nature du dialogue à engager avec le régime Kabila afin d'ouvrir la voie à des élections en République démocratique du Congo d'ici la fin de l'année. Se mettre d'accord sur des stratégies communes afin d'ouvrir la voie à des élections en République démocratique du Congo d'ici la fin de l'année, mais aussi aplanir les divergences au sein même de l'opposition. Ce sont là les points saillants de ce conclave de Bruxelles qui réunit des exilés politiques, des membres de la société civile et des groupes politiques tels que l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Le G7 de Moïse Katumbi est décidé depuis ce mercredi. Objectif possible à en croire Martin Fayoulou, ténor de l'opposition. Nous voulons que l'opposition congolaise sorte d'ici plus unie. Et nous pouvons le faire. Nous l'avons fait à la conférence nationale souveraine et nous pouvons le faire aujourd'hui ici et c'est pour l'intérêt de la population congolaise. Les travaux de ce conclave doivent s'achever ce jeudi sans toutefois avoir enregistré la participation de Moïse Katumbi, membre influent de l'opposition. Malgré son absence pour des raisons de santé, l'ombre de ce dernier a plané sur le conclave car les spéculations vont bon train sur un éventuel financement de sa part. Pendant ce temps, la situation reste toujours tendue dans le pays après les manifestations du 26 mai dernier qui ont été réprimées par la police. Aux États-Unis, à Louisville, dans le Kentucky, on vit au rythme Mohamed Ali en préparant ses obsèques. Ce jeudi était prévue une prière dans la salle où il a combattu pour la première fois. Demain, toute la ville est conviée à la cérémonie de funérailles. Le musée culturel de Louisville, devenu véritable lieu de pèlerinage depuis le décès de la mégastar de la boxe américaine Mohamed Ali. Gerbes de fleurs, bougies, œuvres d'art déposées à la mémoire de l'enfant du pays, décédé vendredi dernier à l'âge de 74 ans. Accablé par la maladie de Parkinson, la ville natale du champion poids lourd depuis longtemps se préparait à sa disparition. Une préparation qui a dû subir des modifications face à l'affluence de milliers de fans annoncée depuis quelques jours. Prières musulmanes, processions funéraires, cérémonies solennelles marqueront cet hommage. Des files d'attente, des rassemblements pour obtenir son billet d'entrée. Personne ne veut manquer cet adieu à la légende du ring. Célébrités, chefs d'État annoncés, notamment le président turc Recep Tayyip Erdogan. Bill Clinton, l'ex-président américain, prononcera une partie de l'éloge. 2000 demandes d'accréditation de médias internationaux. La sécurité de cette cérémonie funéraire sera assurée par les services secrets. C'est l'acteur Will Smith et l'ancien champion du monde de boxe Lennox Lewis qui porteront avec 6 autres personnes le cercueil de celui qui est né dans l'anonymat à Louisville et qui, par la force de ses poings, est entré dans le livre des légendes de la boxe américaine. La légende Mohamed Ali, sa mémoire sera également saluée à l'occasion de l'Assemblée annuelle de la Confédération africaine de boxe qui s'est ouverte ici à Abidjan, suivant le compte-rendu de Sébastien Rougnin. Cette Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de boxe est d'abord et avant tout une reconnaissance aux actions menées par la Côte d'Ivoire dans le développement de la boxe dans la sous-région.
Ensuite, à cause de la stabilité retrouvée dans la famille de la boxe ivoirienne, un noblard ivoirien longtemps fragilisé par les crises internes. Dans son intervention, le président de la Confédération africaine de boxe, Kelani Bayor, a insisté sur les grands astres de cette Assemblée générale extraordinaire. J'ai eu le temps de causer longuement avec le président de la FIB, le général Gaoussou, quand il va dans les milieux difficiles, dans les milieux carcéraux, prendre les jeunes, les mettre à la boxe. Quand ils auront atteint 45 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Donc, messieurs les ministres et représentants, je vous prie, monsieur le maire, d'accorder à ce qu'un travail profond soit fait avec le général Soumaoro pour étudier la vie de nos athlètes après boxe. Le président de la Fédération internationale de boxe, le Dr Roux, a salué cette volonté de la Confédération africaine de boxe et il a promis son soutien quand il s'agit de la recherche du bien-être des boxeurs. Le directeur de cabinet du ministre des Sports, Moumouni Silla, n'avait plus qu'à ouvrir les assises de la Confédération africaine de boxe à Grand Bassam. Enfin, sachez que le coup d'envoi de l'Euro 2016 de football sera donné demain, vendredi, au Stade de France, avec comme affiche France-Roumanie. La rencontre sera précédée d'une cérémonie d'ouverture annoncée comme spectaculaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Ongoran. À très vite. Bonsoir.